Nous sommes à l'automne 1356. Le duc de Lancastre, cousin du roi d'Angleterre Édouard III, traverse la Normandie à la tête d'une armée de près de 4000 hommes. Sa chevauchée, rapide et méthodique, échappe aux troupes du roi Jean II le Bon, qui, frustré de n'avoir pu l'intercepter, se tourne alors vers un autre ennemi, le prince noir qui l'affrontera à Poitiers dans un combat qui changera le cours de la guerre. Le duc de Lancastre est un homme d'honneur et de mesure, qui se distingue de la brutalité et déloyauté des chefs anglais de son temps. Même Bertrand du Guesclin lui reconnaissait droiture et respect. Avant d'arriver à Rennes, le duc avait déjà gagné une solide réputation de meneur loyal et prudent. Et à la mi-octobre 1356, son armée met le cap sur la capitale bretonne, Rennes, fidèle au roi de France et tenue par des capitaines aguerris. Les Anglais établissent des camps autour de Rennes, le plus important faisant face à la porte Mordelaise à l'ouest, la principale entrée de la ville. De là, le duc de Lancastre dirige les travaux du siège et les premières attaques. Dès la mi-octobre 1356, à l'abri des regards, les premières tranchées de sable s'ouvrent aussitôt. Les mineurs gallois creusent pour atteindre les fondations des murailles. Mais Guillaume de Penhoët, commandant de la place, et son second Bertrand de Saint-Pern ont prévu le coup. Ils font tendre le long des remparts de petites coupes d'eau suspendues. Dès que la surface de l'eau vibre, cela traduit les coups de pioche des sapeurs sous terre. Une technique de détection que nous avons tous reconnue. Avec, les Rennais détectaient l'approche des Anglais avant même qu'ils ne percent les murailles. Grâce à ce système ingénieux, les contre-mines sont ouvertes à temps et plusieurs galeries anglaises sont effondrées ou inondées. Le siège s'installe dans la durée. L'hiver 1356-1357 est rude. Pensant les Rennais affamés, les Anglais tentent un stratagème. Ils font venir près de 2000 porcs qu'ils font défiler autour des remparts, espérant ainsi pousser la population à la reddition par la faim et la frustration. Mais les défenseurs retournent la ruse à leur avantage. Une truie en chaleur est positionnée près de la porte mordelaise et les porcs attirés et devenus fous rompent leurs enclos pour se précipiter vers la ville sous les yeux impuissants des Anglais. La porte est ouverte et les porcs s'engouffrent dans Rennes, ravitaillant celle-ci pour l'hiver. Oui, l'anecdote est vraie. La chronique de Guillaume de Saint-André la rapporte, preuve que même au cœur de la guerre, l'esprit breton savait se montrer inventif. Au printemps, la situation s'envenime. Le siège tient toujours, mais la lassitude gagne. Les convois d'approvisionnement sont attaqués dans la campagne par des maraudeurs bretons opérant depuis Dinan et en train. Ils frappent vite, disparaissent dans les bois, semant la peur jusque dans les lignes anglaises. Mais à Rennes, nul ne sait qui commande ces attaques. La ville s'épuise, les vivres manquent. C'est alors que Guillaume de Penhoët, toujours lucide, conçoit une ruse de guerre aussi audacieuse que désespérée. Il envoie un faux traître informer le duc de Lancastre. Les renforts français approchent de l'est. Ils sont peu nombreux, mais s'ils entrent dans la ville, le siège pourrait s'enliser. Le message suffit. Lancastre, stratège aguerri, comprend qu'il doit les intercepter. Il part aussitôt avec la majorité de ses forces, laissant un faible détachement pour continuer le siège devant Rennes. Le faux traître, sur le chemin du retour, est capturé par les maraudeurs bretons et conduit à leur chef. Sous la menace, il révèle la ruse de Penhoët et le départ du duc. Selon les chroniques de Guillaume de Saint-André et de Cuvelier, l'attaque eut lieu de nuit et Arthur Lemoy de la Borderie, dans son Histoire de la Bretagne, précise 2 heures avant l'aube. Ainsi, 2 heures avant l'aube, le chef breton décide d'agir. L'assaut est fulgurant, les tentes flambent, les machines s'effondrent et la panique emporte tout. Au lever du jour, il ne reste que des cendres. Lorsque les portes de Rennes s'ouvrent, les habitants découvrent le nom du chef des cavaliers. Bertrand du Guesclin, le héros qui n'attendait plus, vient par la ruse de Penhoët et la foudre des maraudeurs de renverser le cours du siège et de ravitailler Rennes pour quelque temps. Le duc de Lancastre, n'ayant trouvé aucune armée française à affronter, revient à son camp quelques jours plus tard. La colère se lit sur son visage. Son camp n'est plus qu'un champ de cendres, tentes brûlées, machines renversées, fossés comblés. Autour de lui, la discipline a disparu. Les hommes errent découragés. Il ne dit presque rien, mais tous comprennent qu'il ne quittera pas Rennes sans revanche. Les jours suivants, le duc remet de l'ordre et ordonne la construction de tours de siège pour forcer l'assaut. Des tours gigantesques, bardées de cuir, capables de dominer les murailles et d'écraser la ville. Ce sera sa dernière carte, son dernier coup de maître. Les tours sont enfin prêtes et mises en position. L'assaut aura lieu demain. La nuit tombe sur Rennes. L'air est lourd, chaud et sec, chargé d'odeurs de bois de cuir chauffé. Dans le camp anglais, les veilleurs somnolent épuisés par la chaleur du jour.
Sur les remparts, Guillaume de Penhoët, Bertrand de Saint-Pern et Bertrand du Guesclin observent les tours ennemies dressées dans l'obscurité. Les feux anglais scintillent au loin, un messager revient. Tout est calme, le camp dort. C'est l'instant qu'ils attendaient. Les trois hommes se consultent brièvement. Ils attaqueront avant l'aube. Quand le ciel commence à pâlir, les portes s'ouvrent. Du Guesclin mène la charge, Saint-Pern déborde le flanc et Penhoët commande depuis la porte mordelaise. L'effet est foudroyant. Les archers sont balayés, les Bretons mettent le feu aux tours et la chaleur sèche fait courir les flammes le long des planches poissées. Les géants de bois s'effondrent les uns après les autres dans un grognement qui secoue toute la plaine. Une tour prise dans l'incendie s'abat presque sur Du Guesclin. Les flammes laissent son écu, la fumée le couvre et selon Cuvelier, il s'en sort le visage noirci, le bras brûlé, riant encore de la peur qu'il a inspirée aux Anglais. Des chroniqueurs rapportent que la ville trembla comme si la terre s'ouvrait, tandis que les défenseurs, couverts de suie, regagnaient les remparts sous les acclamations. À l'aube, tout est fini. Les tours anglaises ne sont plus qu'un amas de ruines fumantes. Les engins sont brisés, les machines inutilisables et les bannières bretonnes flantent au-dessus des portes. Rennes a tenu bon. Le duc de Lancastre, malgré la perte de ses tours et de ses machines, persiste encore quelques semaines autour de Rennes. Les assauts ont cessé, mais le blocus continue. Les Anglais espèrent toujours que la fin viendra à bout des défenseurs. Dans la ville, la situation reste tendue. Pourtant, nul ne parle de reddition. Les habitants font confiance à Penhoët, Saint-Pern et Du Guesclin, dont la victoire sur les tours a ranimé tout le courage breton. C'est alors que parviennent de Londres les ordres du roi Édouard III. La trêve entre la France et l'Angleterre vient d'être négociée et le souverain commande à son cousin de lever le siège sans délai. Mais Lancastre, irrité par ces revers, refuse d'abord d'obéir. Il prétend n'avoir reçu aucun émissaire officiel. Ce n'est qu'après l'arrivée d'un second messager, porteur d'une lettre royale scellée, qu'il se résigne enfin à se retirer. Avant de lever le camp, le duc joue cependant un dernier tour aux Rennais. Chevalier d'honneur mais soucieux de ne pas quitter la Bretagne en vaincu, il exige des habitants une rançon pour le départ de ses troupes, non comme tribut, mais comme prix de l'honneur chevaleresque. Et les Rennais, admirant son attitude digne et mesurée, acceptent de la payer. Ainsi, le duc peut se retirer sans déshonneur et la ville, elle, conserver sa liberté et sa gloire intacte. Début juillet 1357, après 10 mois de siège, les Rennais ouvrent leurs portes et célèbrent la victoire, honorant leur capitaine. Guillaume de Penhoët, le stratège, Bertrand de Saint-Pern, le défenseur fidèle, et Bertrand du Guesclin, désormais auréolé de son premier grand exploit. Le siège de Rennes s'achève sur une victoire totale éclatante. La ville a tenu seule face à l'une des plus puissantes armées d'Angleterre. Les pertes anglaises furent importantes, environ 700 à 800 hommes tués ou blessés, dont près de 300 dans l'incendie des tours et des effondrements. Le reste victimes de la maladie et des escarmouches. Les Bretons et les Rennais perdirent environ une centaine d'hommes, principalement lors des combats de Sape et de la sortie finale. Le rapport des pertes, proche de 1 pour 7, témoigne de l'efficacité et de la discipline des défenseurs. Une victoire défensive complète, obtenue par la ruse, la cohésion et la foi des habitants. Et dans les chroniques, cette résistance bretonne devient le tremplin du destin de Bertrand du Guesclin, celui qui, quelques années plus tard, portera l'étendard de la France.